Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre que j'ai trouvé intéressant. Malika Sorel-Sutter, Décomposition française. C'est un livre publié récemment et dont la thèse générale est la suivante. La France est sur le point d'exploser. La responsabilité en revient principalement à ses élites. Et en fait, Malika Sorel-Sutter essaye d'expliquer comment et pourquoi ces élites, entre guillemets, vous mettez trois paires de guillemets s'il vous plaît, ont pu laisser se produire cette catastrophe. Alors moi, ça m'intéressait, je dois dire, parce que je dois vous faire un aveu, c'est que déjà le quinquennat de Sarkozy m'avait relativement, on va dire, étonné. Mais alors là, ce qui s'est passé depuis 5 ans avec François Hollande, je dois dire, j'ai lâché la rampe. La seule explication que je vois, c'est qu'en fait, il y a un asile d'aliénés qui a ouvert ses portes et les locataires ont décidé de squatter les ministères de la République française, quoi. Donc j'aimerais bien quand même comprendre, et comme Madame Sorel-Sutter a été mêlée aux classes dirigeantes françaises, c'est une personne qui est issue de l'immigration, mais qui a fait des études très brillantes, donc on lui a ouvert un certain nombre de portes. C'est une technicienne à la base, c'est une ingénieure. Euh, Elle est sans doute trop rationnelle pour se laisser entièrement avaler par cette espèce de pseudo-élite, et donc son témoignage est très intéressant parce qu'elle a vu ce qui se passait à l'intérieur et elle peut nous en parler. Alors je ne m'attarderai pas sur ses constats concernant l'état de la France, ce sont des constats de bon sens. Elle a été très marquée évidemment par les émeutes de novembre 2005 parce que comme elle est issue de l'immigration, elle s'est sentie doublement concernée, en quelque sorte. Euh, Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle explique sur la réaction des autorités. Elle a, euh, elle a des formules assez dures hein, quand même, euh, et assez surprenantes sans doute pour beaucoup de lecteurs, puisque cette personne qui est on peut dire un pur produit de l'assimilation à la française, dit en gros, si vous voulez commencer à piloter un peu sérieusement ce qui se passe dans les banlieues, vous devez appréhender la dimension ethno-culturelle des phénomènes. Et elle explique que l'approche qui est suivie actuellement et qui consiste en gros à nier cette dimension ethno-culturelle tout en commençant à intégrer la discrimination positive est une approche absolument catastrophique. Et catastrophique y compris pour les immigrés. Parce que comme on intègre la discrimination positive, sans le dire, on leur donne l'habitude d'obtenir sans mériter, ce qui fait qu'ils ne progressent pas. Comme en même temps on nie la dimension ethnoculturelle et que on n'est pas vraiment capable souvent de leur faire aimer notre pays, déjà souvent nos classes dirigeantes ne l'aiment pas elles-mêmes, eh bien elles s'enferment, ces minorités immigrées s'enferment progressivement dans une sorte d'hypocrisie qui les arrange bien, qui arrange un système qui peut continuer à fonctionner comme ça, mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que le pays se communautarise et s'aligne progressivement sur le modèle du salad bowl à l'américaine, et en plus sans la puissance des États-Unis, sans la capacité intégratrice des États-Unis. Donc avec à la sortie une explosion qui peut prendre diverses formes. Madame Sorel-Sutter en particulier redoute l'arrivée au pouvoir du FN. Alors elle essaye d'analyser le comment dire l'origine de cette dérive. Pour elle, la coloration du débat politique remonte à Mitterrand, à l'instrumentalisation cynique de l'antiracisme et donc du Front National et des SOS Racisme et de tout ce cirque, n'est-ce pas, qu'on nous a joué en 1983. Donc elle estime que la gauche, entre guillemets, porte une responsabilité très lourde dans ce désastre. Surtout, dit-elle, si on tient compte du rôle catastrophique joué par les milieux artistiques et médiatiques ainsi que dans l'éducation nationale.
c'est-à-dire dans des milieux où la gauche, entre guillemets, est prépondérante. Il y a une forme de sectarisme de cette gauche qui échoue souvent de manière assez pitoyable lorsqu'elle est au pouvoir, mais qui n'accepte pas la moindre autocritique et qui donc se réfugie en particulier derrière une opposition complètement factice entre elle, le camp du bien, qui s'oppose au racisme, et les autres, n'est-ce pas, qui sont supposés être des racistes. C'est un constat qu'on a tous fait, et Madame Sorel-Sutter répète simplement ce constat. Mais la droite, dit-elle, a aussi une très grande responsabilité. Et c'est intéressant quand elle parle de son passage dans les classes dirigeantes à l'époque de Nicolas Sarkozy. Car elle est plutôt dans les réseaux, on va dire, à l'époque on disait UMP, aujourd'hui on dirait les Républicains. Euh, et donc c'est surtout ce monde-là qu'elle a vu fonctionner de près. Et en gros, ce qu'elle explique, c'est que l'instauration de cette discrimination positive, celui qui l'a fait en pratique, plus encore que les socialistes, c'est Nicolas Sarkozy. Elle analyse cette démarche de façon très simple. Elle dit que c'est un choix qui traduit en profondeur le fait que la droite d'affaires réagit d'abord en fonction des intérêts économiques et qu'elle sacrifie les institutions, l'esprit des institutions aux intérêts bien compris des entreprises, des grandes entreprises bien sûr, et plutôt des intérêts de court terme. Et elle estime que c'est ce qui explique en partie l'introduction de la discrimination positive. Alors moi, ça m'étonne un petit peu parce que je ne vois pas très bien en quoi la discrimination positive arrange vraiment les grandes entreprises. Mais Madame Sorel-Sutter, qui a vu fonctionner ce monde-là de l'intérieur, estime que c'est bien ça l'enchaînement des faits. Donc je le prends, je note le fait, je note son point de vue, le point de vue de quelqu'un qui a vu les choses de près. Je reste avec mes étonnements, mais en tout cas, c'est son point de vue. Cela étant, tout en parlant de la responsabilité du patronat, elle se centre quand même beaucoup sur les politiques et moi j'ai l'impression que ce qu'elle décrit c'est quand même une sorte de système un peu bizarre où l'arrogance et l'aveuglement se cautionnent l'un l'autre et où finalement la nullité du personnel politique français est ce qui lui permet d'entretenir cet aveuglement, cette arrogance. C'est-à-dire que c'est un système qui est appuyé sur sa propre nullité. En fait, ce qu'elle décrit, c'est la généralisation de ce que l'on pourrait appeler le syndrome de Gamelin. Alors, ça, elle n'en parle pas, ça c'est moi qui rajoute cette parenthèse. Vous savez, le général Gamelin, c'est le génie militaire qui commandait les troupes françaises en mai 40, avec les résultats qu'on sait. Il faut savoir que ce type-là, qui n'était pas un imbécile à proprement parler, c'était clairement pas un chef de guerre. Et d'ailleurs, Paul Reynaud, le président du Conseil de l'époque, l'avait bien vu et a voulu se débarrasser de Gamelin. Et on l'en a empêché parce qu'on lui a dit en gros, attendez, le général Gamelin, il a les bonnes cartes, c'est un républicain, c'est un franc-maçon, il est proche de certaines loges. En même temps, il est bien vu à l'état-major, parce que c'était un très bon officier d'état-major, et certainement sur ce plan-là, il était très bon. Son problème n'était pas un problème d'incapacité intellectuelle, c'était un problème de caractère. Mais voilà, c'est ce qui est en train de se passer, ce que décrit en fait Malika Sorel-Sutter, c'est la généralisation de ça. C'est-à-dire qu'on a une classe dirigeante qui s'est en quelque sorte auto-cooptée, si j'ose dire, par des individus qui sont cooptés, qui eux-mêmes à leur tour en cooptent d'autres, etc., avec des renvois d'ascenseurs entre le haut et le bas de cette classe dirigeante. Tout ça fonctionne sur le déni de réalité. Le fait d'être capable de nier la réalité est une condition sine qua non pour rentrer dans ces réseaux d'auto-cooptation mutuelle, si vous voulez. Alors, Sorel Sutter explique que
Ce qui est vraiment pathétique de son point de vue, c'est que elle qui sait à quoi nous avons affaire, comment dire, elle qui connaît le monde musulman de l'intérieur, elle vient de ce monde-là. Elle, comment dire, quelque part, il y a une sorte de cri d'alarme à un moment. Elle nous dit, mais enfin, c'est que ces types-là soient dans le déni de réalité sur des questions économiques, c'est grave. Qu'ils soient dans le déni de réalité quand ils sont incapables d'anticiper sur l'implosion de l'armée française, c'est très grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils ne réalisent pas que c'est la France elle-même dans son essence qui ne survivra pas à la politique migratoire qu'ils sont en train de mettre en place. Et elle cite des exemples absolument extraordinaires et qui aujourd'hui d'ailleurs doivent nous interpeller. À l'époque où nous voyons un François Fillon, je ferai une note de lecture bientôt sur le bouquin de François Fillon, faire reprendre le discours de Nicolas Sarkozy en 2012. Elle cite par exemple cette phrase qu'on a dit publiquement à des responsables associatifs musulmans français: faites la même chose que les autres cultes, faites du lobbying et venez travailler avec nous. Qui a dit ça? Parce que vous avez des gens qui disent oui, c'est la gauche qui veut faire rentrer les immigrés, etc. Qui a dit ça? Eh bien, c'est Valérie Pécresse, les Républicains, qui a dit ça il y a quelques années. En fait, on a des réseaux de gouvernements, si vous voulez, qui se font la course pour aller se vendre à des clientèles électorales et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur prochain mandat. Un milieu d'arrivistes où une personnalité de talent n'a pratiquement aucune chance de percer. Parce que dans un tel milieu, les qualités valorisées sont celles des arrivistes en fait. Le désintéressement et le sérieux constituent des handicaps pour les politiciens français. Parce qu'ils laissent présager une indépendance d'esprit qui est de nature à remettre en cause la perpétuation d'un système de renvoi d'ascenseur, d'où le suivisme, d'où le conformisme, et au final la débilité collective de cette classe dirigeante. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'explique Sorel Sutter. Le livre est très intéressant, au-delà du constat que je viens d'exposer, lorsqu'elle explique pourquoi l'assimilation est un choix personnel, mais pourquoi ce choix personnel dépend aussi du contexte. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent mais l'assimilation, personne n'en veut. La réconciliation entre Français de différentes origines, personne n'en veut. C'est largement vrai, mais personne n'en veut parce que le contexte fait que personne n'en veut. Sorel Sutter explique comment tout ça a fonctionné en réalité. Elle fait l'analyse de l'histoire de la composition, non pas de la décomposition, mais de la composition de la nation française. Elle fait la part des différentes stratégies qui ont permis cette mise en place, dont entre autres la remigration. Par exemple, elle rappelle que si l'assimilation des Italiens a été totale, c'est pas seulement parce que c'est très facile pour un Italien de devenir français, objectivement, c'est aussi parce qu'un immigré italien sur trois seulement a fait souche dans notre pays. Les 2 tiers sont repartis parce qu'ils n'avaient pas envie de rester. Et c'est vraiment très impressionnant de voir comment Sorel Sutter, qui est un cas, je dirais presque chimiquement pur, d'assimilation complète et de réussite dans son pays, dans le pays auquel elle s'est assimilée, lance vraiment un cri d'alarme, mais elle ne le fait pas seulement au nom de sa francité, elle le fait aussi au nom des populations immigrées, et elle explique que si on veut que ces populations aillent quelque part, la première chose à faire, c'est de nous débarrasser du système politique qui nous a menés là où nous sommes.